Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission favorite Parlons laïcité. Ça y est, les grandes vacances sont finies, nous reprenons un nouveau cycle pour cette saison 2025-2026 et on vous a préparé un très beau programme pour cette année. Et on va commencer aujourd'hui avec un nouveau thème qui est laïcité et handicap. Voilà, on va accueillir pour ce coup Magali Crochard. Bonjour Magali. Bonjour Jérémy. Qui sera notre invitée, directrice d'établissement médico-social et ancienne professeure associée au grade de maître de conférence en sciences de gestion. Nous aurons pour l'interviewer à la première de l'émission, comme à chaque fois, notre magnifique Alain. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et tous. Et puis, vous l'attendez toujours, vous adorez ses dessins, vous l'adorez dans le monde entier, à travers toutes les planètes interplanétaires. C'est bien notre magnifique Jean-Cri qui va faire des dessins pendant toute l'émission. Et lors de la deuxième heure de l'émission, il vous présentera tous ces dessins qu'il a fait. Et puis, petite nouveauté, figurez-vous qu'il a sorti un livre. Ah oui, un livre avec toutes les caricatures réorganisées pendant toutes ces émissions. On en parlera peut-être lors de la deuxième heure de l'émission, hein, mon Jean-Cri, hein. On est d'accord ? Alors, sans plus attendre, nous allons commencer l'émission. Parlons laïcité. Bonjour Magali. Bonjour Alain. Absolument honoré de vous recevoir aujourd'hui. Moi, je suis très heureuse d'être là. Merci de votre invitation. Alors pour commencer, la question habituelle, c'est qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Quelle est votre légitimité pour nous parler du handicap ? D'où parlez-vous ? D'où parles-tu, camarade ? Eh bien, alors le handicap, pourquoi ? J'ai créé en 2020 une association qui s'appelle H-Cube, qui est présidée aujourd'hui par Patrick Gage, que je salue à distance. Je suis très fière de cette association qui travaille sur le handicap et l'humanisme et qui est constituée, dont le conseil d'administration est constitué à 80% de personnes en situation de handicap ou de maladie ou d'affection longue durée. Je me suis intéressée à la question des marges surtout et je suis arrivée au handicap après des prises de conscience de la façon dont justement le handicap a été considéré dans la société plutôt occidentale, disons-le, française, et son lien avec la liberté de conscience. Donc j'ai dirigé plusieurs établissements médicaux-sociaux, sanitaires et médico-sociaux, donc des établissements comme des résidences sociales à destination de personnes en situation de handicap psychique, des centres de formation dont les formations étaient destinées également à des personnes en situation de handicap physique ou psychique, des hôpitaux de jour également, qui permettent un accueil, on va dire, séquencé de personnes qui vivent avec un trouble psychique. Et je me suis rendu compte de plus en plus de la difficulté d'intégrer à la société, d'inclure dans la société les personnes qui vivent avec un handicap, quel qu'il soit d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait démarrer peut-être par un peu l'histoire du handicap ? Alors oui, volontiers, parce qu'il a une histoire, et son histoire n'est pas seulement une histoire médicale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est également une histoire profondément sociale, culturelle et même politique. Donc je vous propose de faire un voyage, mais très rapide, hein, rassurez-vous, mais en commençant quand même par le Moyen-Âge, parce que vous le verrez, la considération de celui qui ne nous ressemble pas nous éclaire sur la société dans laquelle on vit. Et puis vous l'aurez compris dans ma présentation, je vous propose un fil un peu particulier qui est celui du handicap psychique, qui parfois est concomitant d'un handicap d'ailleurs physique, et parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de santé mentale, mais depuis très peu de temps, et je crois que ce fil particulier du handicap psychique nous éclaire encore mieux sur la société et la considération qu'on peut avoir de l'altérité. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que la folie, la démence, les moments où les individus, les sujets peuvent perdre pied, ont toujours servi de miroir aux sociétés dans lesquelles ils ont émergé. Et voilà, encore une fois, je pense qu'il révèle notre position face à la dignité humaine au fil des siècles. Alors on commence peut-être par le Moyen-Âge. Allons-y. Alors, Juste un point, pardon. Ouais. La folie, c'est toujours quelque chose qui existe en termes de... On utilise toujours ce terme ? Alors on ne l'utilise plus maintenant, on utilise plus des expressions comme des troubles
des troubles psychiques, des troubles mentaux, des crises. Donc on ne parle pas de folie au sens dans le champ médical ou médico-social. Ce terme n'a pas disparu de nos représentations collectives. Alors le Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, vous vous en doutez, la société est très très marquée par le christianisme. Et donc on va se retrouver avec une figure du marginal, du fou, qui est souvent perçu comme possédé, comme marqué par le péché, avec une volonté de le mettre à l'écart de la société. Mais c'est paradoxal parce que l'Église, donc le christianisme, au Moyen-Âge, on est évidemment très très influencé par cette tradition. Eh bien, au sein de cette culture, il existe une tradition d'accueil. Donc dans des monastères, on va retrouver des ordres hospitaliers qui vont prendre soin de ce qu'on va appeler les pauvres malades. C'est-à-dire ceux qui sont qui ne peuvent pas participer et contribuer à la vie sociale. Et donc, on va s'en occuper, mais par charité. On appelle ça la charité chrétienne. Donc, on va retrouver des personnes qui, par exemple, sont aveugles, qui sont handicapés physiques, qu'on appelait les estropiés à l'époque. Et puis parfois aussi des personnes qui perdent pied et que l'on appelle les insensés. Donc on est dans une ambivalence. D'un côté, une charité qui permet d'accueillir, et notamment d'accueillir la différence. Et de l'autre, une errance massive, une exclusion sociale qui va me faire dire qu'au Moyen-Âge, le fou est un pauvre parmi les pauvres. Plus pauvre que les autres. Exactement. Alors s'en suivront les 16e et 17e siècles. Et là, alors c'est l'essor des grandes villes. Et avec l'apparition des grandes villes, une nouvelle logique va s'imposer, et c'est celle du contrôle social. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que l'objectif n'est pas encore de soigner à proprement parler les personnes qui vivent avec un handicap, mais d'écarter pour maintenir l'ordre. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le rôle des marges et de la marginalité pour que le corps social puisse se solidifier et se construire. On va retrouver Louis XIV, c'est une figure qui doit vous parler. Louis XIV, en 1656, va fonder l'hôpital que vous connaissez peut-être, qui est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, dans le 13e. Mais ne nous y trompons pas, à l'époque, la Pitié-Salpêtrière n'est pas du tout un hôpital tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est même plutôt une prison sociale. Et donc on va enfermer, encore une fois, pas encore totalement pour soigner, mais pour contrôler socialement les personnes qui sont estimées marginales et marginalisées. Alors en Angleterre, dans le même temps, on va avoir des expériences à Bedlam Hospital qui enferment aussi les fous et qui parfois sont même exhibés une fois par an. Donc exhibés, c'est-à-dire qu'on a un événement où on va convoquer, inviter les patients, en fait, les personnes qui vivent dans cette prison sociale. Et puis on va inviter les bourgeois, les aristocrates, les personnes à l'époque de la cour pour venir observer les manifestations de la folie. Alors ça commence au XVIIe siècle. Dans les pays nordiques, les institutions sont évidemment plus petites, mais elles sont plus petites pour des raisons totalement démographiques et topographiques. Mais la logique reste la même. Il s'agit de discipliner les marges. Et puis heureusement, et ça rejoint aussi l'histoire de la laïcité dont je parlerai peut-être tout à l'heure, arrive le XVIIIe siècle et avec son lot de lumière. Et donc à la Révolution française, un geste symbolique va entrer dans l'histoire. Philippe Pinel est un médecin et il va libérer les aliénés de leur chaîne à Bicêtre, une institution que certains connaissent, et à la Salpêtrière. Alors la folie va sortir du registre du péché pour entrer dans celui de la médecine. Donc celui qui vit avec un trouble psychique, le fou, la figure du fou, va devenir un malade. Et il va devenir un malade, mais attention, il reste enfermé. On va commencer à penser le soin psychique à partir de cette période-là. Bon, alors, c'est un progrès, certes, mais il reste enfermé. Et donc, il reste à la marge. Alors, je fais des sauts de l'ange, évidemment. On fait des grands sauts comme ça, historiques, des sauts de puce ou de l'ange. Et on arrive au 19e siècle avec, là, des événements qui vont profondément marquer à la fois la psychiatrie et la médecine. Et c'est une période qu'on pourrait appeler l'asile républicain. Un petit clin d'œil aux valeurs de la République. Pourquoi ? Parce qu'on a une loi qui est portée également par une figure importante qui a laissé son nom à un hôpital que vous connaissez également peut-être, Esquirol. Et donc la loi Esquirol va, dans les années 1837-38, imposer à chaque département de disposer d'un asile d'aliénés.
C'est la naissance de la psychiatrie moderne, organisée. Alors, on n'en est pas encore à la psychiatrie dite de secteur, mais on a une organisation sur le territoire français par département. Vous voyez, c'est presque les prémices de l'égalité de droit. Et donc ces asiles sont conçus à la fois comme des lieux de soins, puisque les personnes y reçoivent des soins de médecins, d'infirmiers, mais également comme des lieux de surveillance. Donc on soigne, on surveille, on essaie de normaliser, mais on sépare toujours. Alors la même logique va exister en Italie, en Allemagne et dans les pays scandinaves. Donc l'asile, si je puis dire, va devenir une institution de masse et qui va se transformer radicalement dans la première moitié du XXe siècle. Alors, j'ai la voix un peu qui tremble parce que je voudrais faire un aparté sur la période de la Seconde Guerre mondiale qui va voir un scandale absolument épouvantable, mais qui va dire beaucoup de la façon dont on considère les personnes en situation de handicap, qu'ils soient physiques ou psychiques, à cette époque, et notamment sous le régime de Vichy. Alors, vous savez très certainement que le régime nazi, pendant l'occupation allemande, a organisé l'extermination de plusieurs populations, juifs, tziganes, homosexuels. Mais ce dont on ne parle pas, ou peu, c'est la façon dont le régime de Vichy s'est comporté avec les hôpitaux donc organisés en départements et avec les hôpitaux donc, psychiatriques. Si cet épisode très noir et triste de l'histoire vous intéresse, je vous conseille la lecture de L'Hécatombe des fous. L'Hécatombe des fous, c'est un ouvrage d'une historienne qui a travaillé justement sur cette période et a analysé la famine. La famine, organisée, on va le développer ensemble et on va y réfléchir, plus ou moins organisée dans les hôpitaux psychiatriques français sous l'occupation. Alors pourquoi est-ce que c'est un drame ignoré ? Parce qu'on sait que pendant l'occupation, plus de 40 000 patients sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques en France. Le chiffre est vertigineux, sachant qu'étaient considérés comme des troubles mentaux ce que nous appellerions aujourd'hui des troubles du spectre autistique, une déficience légère, un handicap physique par exemple. Quand on parlait des estropiés à l'époque, on y trouvait également des personnes qui avaient été amputées par exemple d'un membre avec des traitements neurologiques extrêmement forts dont les effets secondaires entraînaient notamment des troubles cognitifs et donc des personnes devenues indigents. Alors, il y a une terminologie qui a été inventée, enfin créée, élaborée, qui est l'extermination douce de cette population. C'est dur à dire et à concevoir, mais entre 1939 et 1943, puisqu'il y a une circulaire qui est sortie en 1942 pour essayer de rétablir l'approvisionnement, notamment en denrées alimentaires des hôpitaux psychiatriques, il faut quand même savoir que ceux-ci ne disposaient même pas des denrées minimum alimentaires en termes, par exemple, de calories par jour. C'est-à-dire qu'ils étaient délaissés institutionnellement. Il faut avoir cela en tête pour comprendre aussi d'où l'on vient et pourquoi est-ce qu'on en est encore à parler d'accessibilité, de considération de handicap, d'inclusion encore aujourd'hui. On vient de très, très, très loin. Alors, je ne parle même pas de l'action, des actions du régime allemand et notamment de l'action T4 qui, dès octobre 1939, a volontairement exterminé des personnes en situation de handicap et ont même encouragé les parents d'enfants handicapés à confier ceux-ci à des cliniques pédiatriques spécialisées en vue d'une extermination massive. Là, on parle vraiment de mécanismes vichistes tout à fait différents, mais de, de délaissement. Peut-être qu'on a minimisé, l'administration a minimisé la souffrance de ces personnes. Toujours est-il que les morts de dénutrition se sont dénombrés. Certains parlent même de 45 000 personnes. Donc en 1942, quand l'administration tente de réajuster les rations alimentaires, il était déjà trop tard pour une majorité des patients et il s'agit là d'un abandon institutionnel extrêmement grave et comme je le disais, le témoin d'un climat d'indifférence, voire de mépris généralisé vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap. Quelques figures marquantes sont mortes de dénutrition sévère. Camille Claudel, peut-être avez-vous connaissance de cette grande artiste. Elle meurt en 1943, malgré l'envoi de colis de ses proches qui d'ailleurs parfois ne lui parviennent pas.
On pourra évoquer peut-être aussi le rôle de l'institution à travers les travailleurs qui agissaient à l'époque. Séraphine de Senlis, qui est une peintre extrêmement célèbre pour ses bouquets, est morte à l'hôpital de Clermont en 1942. Et puis Sylvain Fusco, un peintre d'art brut qui décède en 1940 d'épuisement et de dénutrition au Vinatier. Voilà cette parenthèse. Alors je suis désolée de plomber l'ambiance, mais ces morts disent bien l'invisibilité et l'abandon des marginaux dans la cité, y compris ceux qui le sont devenus par l'effet de la guerre. Alors après-guerre, heureusement, même si les choses ne se disent pas, mais elles sont connues du secteur médical, la création de la sécurité sociale va changer radicalement la donne. La sécurité sociale se crée au lendemain de la guerre, et pour la première fois, les soins vont devenir un droit universel, et non plus une aumône, une faveur, ou un service rendu à la discrétion de telle ou telle personne ou institution. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, dans les années 60, la France va inventer la psychiatrie de secteur, qui part d'une idée finalement très juste, qui est celle de soigner dans la communauté, au plus près du quotidien des patients, plutôt que dans des murs clos. On n'en est pas encore à la désinstitutionnalisation, mais le développement de cette psychiatrie de secteur a vocation tout de même à tourner la page du monde strictement asilaire. Voilà comment je pourrais l'exprimer. Alors si on compare avec ce qui se passe dans d'autres pays, à la fin des années 60, en Italie, on pense un peu plus loin. On est un petit peu plus courageux. Et dans les années 70, des expérimentations vont être faites dans la ville de Trieste, qui est une ville au nord-est de l'Italie. Et en 1978, Bassaglia, qui était un psychiatre italien, va être à l'origine d'une loi donc qui porte son nom et qui ferme progressivement les asiles psychiatriques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'asile, il n'y a plus d'hôpitaux psychiatriques en Italie depuis 1978. C'est intéressant comme initiative, hein. J'ai beaucoup de choses à dire et à partager avec vous sur cette décision politique. Alors donc, qu'est-ce que l'on peut dire ? On peut dire qu'on est à peu près à la fin du XXe siècle. La France invente la psychiatrie de secteur. C'est plutôt une bonne chose. Mais l'Italie, elle a osé fermer ses hôpitaux psychiatriques. Alors ensuite, faisons un saut jusqu'en 75, puisque, un saut, on peut se dire qu'en France, en 75, on avance un peu. La première grande loi handicap date de cette année. Et puis, en 2005, le 11 février 2005, la loi fondatrice qui reconnaît officiellement le handicap psychique aux côtés des autres formes de handicap va nous permettre de sortir de la seule logique médicale pour entrer dans une logique citoyenne. C'est la loi de 2005 qui prévoit que les personnes qui vivent avec un handicap, quel qu'il soit, moteur, donc physique, cognitif, psychique, sensoriel, ont les mêmes droits que les autres, dits valides. Alors, 2005, c'est hier. Ça fait 20 ans, mais 20 ans, c'est une durée extrêmement courte, hein, quand on regarde en arrière et quand on prend conscience de toutes ces étapes-là qui nous ont fait partir de très très loin. Mais la réalité est très fragile. Vous le savez, certains même ici le savent d'autant plus qu'ils sont en fauteuil. L'accessibilité des bâtiments républicains et publics laisse clairement à désirer. Je ne parle pas... Alors évidemment, l'accessibilité, c'est un sujet, mais il en est d'autres. Il y a le droit, par exemple, à disposer de son corps. Je pense au refus de soins, qui sont inscrits dans la loi et qui pourtant posent des problématiques et des questionnements extrêmement forts au monde médical, aux familles, aux personnes concernées elles-mêmes. Le droit à une vie affective et sexuelle. On sait aujourd'hui que plusieurs pays voisins autorisent par exemple des assistants de vie. Ici en France, recourir à ce type de service relève soit du proxénétisme, soit de la prostitution, donc c'est un délit majeur. Alors, vous voyez, on a quitté la charité et l'asile, certes, mais on n'a
pas encore atteint l'égalité citoyenne. Oui, je crois qu'aujourd'hui, nous avons, en dehors des Jeux Olympiques qui ont mis le handicap sur le devant de la scène, nous avons quelques points de tension très forts. On peut parler de l'école, on peut parler des institutions médico-sociales, on peut parler du travail. Le handicap et le travail, le handicap et l'accessibilité, bien sûr. Alors commençons par l'école, puisque c'est une période de rentrée. Avez-vous lu quelques articles sur la façon dont se déroule, par exemple, la scolarisation des enfants qui vivent avec un handicap, encore une fois, quel qu'il soit, hein. Plusieurs milliers n'ont pas d'école. Et voilà, pas d'école ou pas d'AESH. Vous savez, les assistants, les personnes qui sont censées être aux côtés de l'élève, puisque ces besoins spécifiques ont été reconnus, notamment par la MDPH, eh bien, le faible nombre d'AESH, et alors, ce qui est intéressant aussi, excusez-moi parce que j'ai l'esprit de l'escalier, c'est que ces AESH, alors oui, ils ne sont pas formés, puis ils ne sont pas très bien payés non plus. Donc ça, on pourra y revenir. Et donc, quand on a compris qu'il manquait un nombre important d'AESH il y a quelques années, 4 ou 5 ans, eh bien, on a mutualisé les AESH. C'est-à-dire qu'on leur a dit, écoutez, vous allez vous partager entre tel et tel enfant. Vous allez en suivre 3. Le premier a raison de 6 heures par semaine, le deuxième a raison de 7. Et puis, donc, en réalité, ce n'est satisfaisant pour personne. Évidemment, le ou la salarié se retrouve précarisé puisque devant exercer dans plusieurs lieux différents avec plusieurs enfants différents, donc l'accompagnement s'en trouve affecté, évidemment. Compliqué pour l'enfant, qui se voit affecté soit 6 heures, soit 20 heures, avec une évolution des besoins au cours d'année qu'il est très, très difficile de mettre en place. Pour des raisons de nombre de dossiers, je n'accuse évidemment personne, les MDPH font ce qu'elles peuvent, mais il se trouve que le délai de traitement reste il prouve à améliorer, et évidemment pour les parents qui restent inquiets de cette faiblesse de prise en charge. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de place. Et d'ailleurs, plusieurs associations se sont créées pour aider les familles à très très vite mettre en demeure les écoles. Je vois que certains acquiescent, et donc vous avez conscience de ce mouvement hein, qui se structure de plus en plus, et pour mettre en demeure les écoles d'accueillir leurs enfants et de procéder à des actions auprès du tribunal administratif pour accélérer et rendre publiques ces situations. L'école est aussi un lieu qui subit, je dirais, toutes les pressions autour de la laïcité oui. Et autour de la religion. Oh oui. Et le handicap dans cette histoire, quels sont ses droits ? Le handicap, les mêmes que pour tous. Depuis 2005, l'enfant qui est en situation de handicap a strictement les mêmes droits que les autres enfants. Dans le texte. Alors dans les faits, c'est toujours difficile puisque c'est un peu polémique de parler d'égalité de fait et d'égalité réelle. Mais si la question par exemple est est-ce que une jeune fille qui vit avec un trouble psychique et une sensibilité extrême souhaite venir à l'école avec le voile, eh bien elle n'a pas de droit particulier de le porter du fait de son handicap, puisqu'elle est soumise à un régime d'égalité de fait. Pour prendre un exemple un peu excessif et polémique. Concernant l'accessibilité, évidemment, les écoles sont en devoir de procéder à des aménagements raisonnables pour que les enfants qui vivent avec un handicap puissent suivre une scolarité dite inclusive. Alors on pourrait parler aussi, puisqu'il ne s'agit pas forcément de taper sur des institutions, il faut dire aussi que les enseignants sont très peu formés à cette question de l'inclusion. Et donc c'est évidemment à l'État, aux secrétariats généraux des ministères concernés d'organiser l'adaptabilité des lieux et des consciences. École, repas, oui. Religion. Oui. Quand on mélange tout ça, c'est explosif. Oui, mais enfin, la religion est une affaire privée en France. Si je demande un repas halal ou kasher, je suis en dehors des clous en tant que parent ou en tant qu'élève. En revanche, en tant qu'institution, l'école a le devoir de procéder à des aménagements raisonnables, encore une fois, et donc un aménagement raisonnable peut tout à fait être un menu de substitution. C'est quand même un peu, moi j'ai envie de vous dire, c'est une question de bon sens, non ? Vous ne croyez pas ?
Donc la religion, c'est chacun chez soi, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe chez soi. Et dans l'espace public, et l'école républicaine est un espace qui est protégé par la laïcité, eh bien, il n'y a pas de manifestation religieuse à avoir. D'autant que les personnels sont soumis à une neutralité, et alors là, de fait. Alors, ce qui est intéressant, si je peux me permettre, parce qu'encore une fois, j'ai l'esprit de l'escalier, dans les institutions, dans les IME, vous connaissez les instituts médico-éducatifs, dans les institutions médico-sociales qui sont de droit privé, mais qui travaillent soit en délégation de service public, soit en mission de service public. Là encore, c'est deux régimes juridiques différents, parce qu'on aime bien faire les choses un peu compliquées en France. Eh bien, le personnel sera de fait soumis à, sinon une exigence de neutralité, au moins de réserve. Mais ce qui va changer, c'est pour les publics, les bénéficiaires, les personnes accompagnées. Vous me suivez, Alain ? Tout à fait. Donc, ça veut dire que dans un établissement médico-social comme ce que j'ai pu diriger, les bénéficiaires peuvent tout à fait venir en exprimant leur liberté de conscience à travers un voile, à travers un menu qu'ils apporteraient par exemple et qui serait conforme à leurs convictions religieuses à manger dans le réfectoire. Et donc là, le droit privé va s'imposer à ces établissements, même si ils ont une délégation de service public. Handicap et travail ? Eh bien, handicap et travail. Alors là, j'ai une pensée émue pour les employeurs. Parce qu'il leur revient de procéder à des aménagements, là aussi, raisonnables. Et j'ai une pensée émue pour eux parce que les services RH sont aux prises avec ces demandes et ces problématiques-là. On sait par exemple que les bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, sont rendus accessibles par la contrainte parce que la loi impose justement ce type d'aménagement, mais ça coûte évidemment de l'argent. Et puis, concernant des dispositions individuelles telles que celles qu'on vient d'évoquer, eh bien, ça nécessite sinon une action j'aime pas trop ce mot, mais de management, si je peux dire ça comme ça, d'accompagnement à la fois des salariés concernés directement, mais aussi de l'ensemble des équipes, des encadrants. Et je peux vous dire que les formateurs VRL sont bienvenus dans les entreprises privées parce que ce sont pas celles qui sont le mieux formées à ces questions de laïcité. Et imaginons au travail une situation protégée du handicap et quelqu'un qui dit d'un seul coup, moi je veux une salle pour prier. C'est difficile. C'est difficile parce que, alors c'est à l'appréciation, et puis ça relèvera de l'appréciation du juge à un moment, mais si l'affaire est portée en justice, mais est-ce un aménagement raisonnable qui permet à la personne de vivre en exprimant sa liberté de conscience, sans que cela altère évidemment le contenu de son activité? Alors moi j'ai été dirigeante, donc je peux vous parler de moi, mon expérience, mais je n'ai pas de réponse officielle, formelle, telle qu'un juriste pourrait vous l'apporter en faisant une analyse de la jurisprudence, prenant par exemple appui sur l'affaire Babilou, etc. Mais je peux vous parler de mon expérience, c'est tout. Allons-y. Écoutez, moi, j'estime que ce n'est pas un accommodement raisonnable. Parce que sur un effectif, d'ailleurs quel qu'il soit, de 10 personnes, de 100 personnes, de 150 personnes, imaginez à un moment que chacun fasse une demande singulière de ce type-là est liée à une pratique religieuse. Je dis bien une pratique religieuse. C'est sur le plan strictement organisationnel, peu importe ma pensée, mais ma propre conviction, c'est pas ça qui est en jeu là. Mais sur le plan strictement organisationnel, comment je fais pour organiser les conditions de travail de chacun des salariés dont il me revient de garantir la santé et la sécurité au travail, puisque ça c'est vraiment dans les prérogatives d'un dirigeant quel qu'il soit, moi je ne sais pas faire. Mais peut-être que des locaux le permettent, et à ce moment-là, si cela n'entrave pas l'exercice de... Bon. Mais encore une fois, là c'est du... Je ne veux pas dire que c'est du cas par cas, mais la question est
La question est compliquée et si l'on s'en réfère à l'obligation de l'employeur, encore une fois, de procéder à des aménagements raisonnables du poste de travail, cette demande ne me paraît pas conforme à ce besoin d'accommodement du poste de travail. Ce n'est pas, par exemple, l'expression d'un salarié qui vit avec un trouble du spectre autistique et qui demande à bénéficier d'un casque silencieux ou bien d'être isolé au moins 2 heures par jour parce que le fait d'entendre des bruits de conversation le perturbe énormément et l'empêche de travailler. Là, c'est un accommodement évidemment raisonnable. Ce n'est pas le cas d'une personne qui vit avec une double scoliose, qui est en rééducation 2 fois par semaine et qui a besoin non pas d'un repose-pied ou d'un élévateur de pied classique, mais d'un aménagement sur mesure qui va coûter de l'argent à l'employeur, certes, mais là, il est dans son devoir d'accommodement raisonnable du poste de travail. Prenons des personnes hospitalisées. Elles ne peuvent pas bouger, elles sont dans l'incapacité de le faire toutes seules. J'allais dire, quels sont leurs droits ou leurs devoirs par rapport à cette situation? Est-ce que la laïcité va les aider? Le principe de laïcité et de liberté de conscience est là pour les aider. Alors, je sais bien que c'est facile à dire, le refus de soins est un droit le plus strict. Alors c'est terrible, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Une personne qui vit avec une schizophrénie qui dit « moi j'arrête mon traitement du jour au lendemain », évidemment il y a tout un travail d'accompagnement qui doit viser à son rétablissement et à la prise en compte de cette demande. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande? Est-ce que c'est lié à des effets secondaires insupportables? Est-ce que c'est lié à une représentation sociale? J'entendais d'anciens collègues psychiatres dire « mais quand j'ai posé le diagnostic de bipolarité auprès d'un patient, il l'a refusé totalement. Et c'était insupportable pour lui. Et il était beaucoup plus, après un échange thérapeutique autour de l'appellation de la maladie, quand il a saisi qu'il s'agissait d'une nouvelle appréciation du trouble maniaco-dépressif, il a dit « Ah ben voilà, c'est ça que je suis moi. Moi, je suis maniaco-dépressif, mais je ne suis pas du tout bipolaire. » Alors c'est intéressant parce que ça dit aussi tout ce qu'on ne donne pas à voir et qui est essentiel dans le chemin du rétablissement et du soin, c'est la parole de la personne concernée. C'est la façon dont elle voit sa maladie, dont elle vit sa maladie, la façon dont elle en parle. Et ça, c'est un levier extraordinaire pour les soignants, pour les équipes médico-sociales, pour les travailleurs sociaux. Et je crois que l'avenir, si on doit être dans l'après-Trieste, c'est-à-dire dans l'après-fermeture des hôpitaux psychiatriques et démarche communautaire et inclusion quasi parfaite, eh bien, ça doit en passer par la pérédance et la voix des personnes concernées, la contribution des personnes concernées par la maladie et le handicap, à la fois à leurs propres soins, mais aussi aux services qui leur sont destinés. Le travail fait autour des appartements de coordination thérapeutique s'appuie aussi sur à la fois la pérédance, les groupes de parole entre pairs, pour comprendre comment est-ce que chacun vit cet accompagnement, le fait de vivre seul. Les CVS sont le début, si je puis dire, de la représentation des personnes concernées. On est dans un système d'élection, donc les conseils de la vie sociale. Mais aller plus loin encore, c'est non pas accepter, mais considérer que la personne qui vit avec une maladie, quelle qu'elle soit, est peut-être un agent de son rétablissement. Pas un acteur qu'on manipule et à qui on va affecter un rôle ici et là, non. Un agent. Oui, on est passé de l'exclusion totale à l'écoute. Alors, à l'écoute. Et ça change tout. Exact. Alors, à l'écoute, mais pas seulement à l'écoute. Parce que j'ai observé aussi dans ma pratique professionnelle que, alors pour écouter oui, bien sûr, tout le monde est d'accord pour dire il faut écouter les personnes concernées. Bon. Mais combien de fois on les met en bout de table, on discute entre nous, entre professionnels, parce qu'on sait. Et puis, à la fin, on dit « Ah bah tiens, qu'est-ce que vous en pensez, Alain, alors? Dites-nous ce que vous en pensez. » Plus que l'écoute, la contribution, même pas la participation. C'est peut-être là où Je reviens un peu sur les Jeux Olympiques. C'est une belle vitrine avec plein d'illusions aussi. Elle a mis en avant les capacités des personnes en situation de handicap. Oui. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont il faut aussi parler. Et c'est pour ça qu'il y a un courant très intéressant qui s'appuie sur les capacités, la notion de capacité.
Et moi, j'aime bien ce virage un peu intellectuel parce qu'on va plus... On parlait de déficience il y a encore pas si longtemps que ça, hein, déficience intellectuelle, motrice, etc. Bon. Et cette orientation par les capacités permet de s'appuyer d'abord, ça paraît peut-être évident, mais sur du positif, sur ce que la personne est capable de faire, même partiellement. Mais vous voyez la différence entre évaluer un besoin à travers un manque d'autonomie. Je vois des sourires parce que je suis certaine qu'il y a des psychologues et travailleurs sociaux parmi nous, mais quand on doit mesurer le niveau le manque d'autonomie, on évalue un manque. On n'évalue pas la possibilité qu'a la personne aujourd'hui de procéder à telle ou telle tâche, qui pourrait être d'ailleurs valorisante, à la fois à ses yeux, aux yeux de ses pairs. Évidemment qu'il faut mesurer les besoins en compensation, puisque c'est ça le courant, mais dont on commence à sortir, je l'espère. Et à côté des besoins en compensation, je pense qu'il y a un besoin de reconnaissance des capacités des personnes, y compris celles qui vivent avec un ou des handicaps. Sachant que ce qui est chouette avec le handicap, c'est que l'un n'est pas exclusif de l'autre. Hein. Sur les 4 handicaps psychiques, cognitifs, sensoriels et moteurs, on peut en avoir plusieurs. La notion de besoin fait ressurgir l'idée aussi de réfléchir à la sexualité. Pas seulement à la sexualité d'ailleurs, à la vie affective et sexuelle. Et donc à l'expression des émotions et des sentiments. Par où commencer? Parce que je crois que dans les institutions, il a été pendant très très longtemps dénié le droit à la fois donc à la vie affective, à la tendresse, à l'expression des émotions et à la sexualité. Dans les institutions, l'idée du couple, pendant de très nombreuses années, l'histoire dont je vous ai fait part tout à l'heure le montre bien, l'idée même du couple ou des besoins affectifs était absolument impensable. C'était même un impensé. Je ne parle même pas de la représentation qu'ont eue parfois certains professionnels, disons-le, aller au siècle dernier pour ne fâcher personne, quant aux manifestations qui étaient considérées comme libidineuses, agressives, forcément violentes, bref, inadaptées. Comme la personne d'ailleurs. Donc il y a un tabou, y compris jusque dans nos institutions sociales et médico-sociales, de la part de certains professionnels. Alors de moins en moins évidemment, mais c'est la raison pour laquelle en 2021, le secrétariat d'État aux personnes handicapées en situation de handicap a produit une circulaire. Donc la circulaire, c'est un texte qui vraiment conduit à l'application de principes. Hein. On n'est plus dans le décret ou dans le texte de loi. La circulaire, elle impose aux professionnels de poser des actes. Parmi ces actes-là, ces actions, il y a former les professionnels aux besoins en matière de vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, qu'elles soient en institution ou pas. Il y a la nécessité de créer des ateliers autour de ces questions de vie affective et sexuelle. Par exemple, de proposer au CVS d'avoir un intervenant qui vient parler une fois par mois de ces questions. Et cette circulaire impose aussi, dans les institutions cette fois, donc dans les lieux fermés, où les personnes sont accueillies jour et nuit, des lieux d'intimité. Des lieux où elles peuvent vivre leur intimité. Mais autre thème complémentaire, là aussi je rebondis au fur et à mesure. L'affectif, ça passe aussi par les aidants. Oui. Est-ce que là aussi, il y a des changements en vue? Est-ce qu'ils sont pris en compte? On parle de laisser la parole, mais aussi le pouvoir d'initiative aux personnes en situation de handicap. Les aidants dans l'histoire, est-ce qu'ils ont leur mot à dire? C'est une question dont se sont emparées de très nombreuses associations, notamment familiales. Je pense à l'UNAFAM, l'UNAPI, qui évidemment défendent ce droit à une vie affective et sexuelle. Et là, c'est la parole, en effet, des aidants et des personnes liées à l'entourage de la personne qui vit avec une affection et un handicap. Mais comme je disais tout à l'heure, le droit à la vie affective et sexuelle est parfaitement autorisé et légal dans d'autres pays, à travers des services qui sont tout à fait transparents et une fonction, celle d'assistant bisexuel, assistant de vie sexuelle. Et ça se vit en Belgique, ça se vit... alors,
Moi, ça me paraît d'une évidence telle évidemment, que c'est l'expression d'une liberté de conscience d'avoir le droit d'avoir une activité sexuelle, quel que soit le handicap d'ailleurs, un handicap fonctionnel qui donc vise à aider la capacité physique à soit avoir une relation sexuelle, soit avoir une vie affective et ou psychique. Ça me paraît d'une évidence telle que j'espère que le législateur, une fois qu'il aura aborder la question notamment de l'accompagnement de la fin de vie, qui est un gros dossier cette année, s'attachera à l'exercice de la liberté de conscience, y compris pour les questions de discernement pour les personnes en situation de handicap. Je l'espère vivement, ça ne veut pas dire que je milite activement pour le droit à mourir dans la dignité pour tous et toutes, mais il me semble que c'est un point aveugle aujourd'hui de la plupart des lois, et on a une fâcheuse tendance à écarter les personnes en situation de handicap des droits que nous défendons pour tous. Mais en fait, non, c'est pas pour tous, c'est pas vrai. Si on écarte une partie de la population qui vit avec une affection longue durée, avec une reconnaissance de travailleurs handicapés, avec un handicap, alors c'est pas le même droit pour tous. Donc par rapport à notre sujet qui est la laïcité, là il y a pour moi une entorse à la laïcité et à la liberté de conscience, et à mes yeux il y a une rupture d'égalité républicaine. Et donc, vous voyez, j'ai presque l'impression de militer, mais oui, il me semble que là c'est une injustice crasse. Et il faut qu'on en parle. Il y a beaucoup de choses qui traînent sur les réseaux, sur le handicap, sur les personnes en situation de handicap. Alors, j'ai noté quelques phrases toutes faites. Allez-y. Une personne schizophrène ne peut pas refuser son traitement, c'est trop dangereux. Oh oui, bien sûr. D'abord, c'est vrai que ça pourrait être dangereux pour elle, ça c'est certain. Mais quel est le lien entre elle n'a pas le droit et le traitement pourrait être l'arrêt du traitement pourrait être dangereux. C'est-à-dire que là, on a une rapidité on passe vraiment du coq à l'âne dans cette phrase. Ça n'a aucun sens. Évidemment que la personne qui vit avec une schizophrénie est comme vous et moi, en droit de dire mon traitement, je n'en veux plus parce que, pour telle et telle raison. Mais c'est à charge de cette personne, de son environnement, des actions de père aidance, de ceux qui sont aussi passés par ce moment où on a envie de tout arrêter et d'arrêter les traitements parce que c'est trop difficile, de travailler cette question-là du refus du soin. Ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment dire oui à toutes les demandes. L'expression de la liberté de conscience, c'est... vous voyez, on ne dit pas n'importe quoi. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut évidemment qu'on accède à toutes les demandes de tous. Mais la liberté de conscience n'a rien à voir avec la maladie psychique. D'ailleurs, la question du discernement, elle est posée par un certain nombre de textes. Le premier, c'est le Code civil. Ensuite, on a le Code de la santé publique. Le discernement, il n'est pas définitif et il ne s'apprécie pas en règle générale. Il s'apprécie à partir du moment où il y a un acte qui est susceptible d'être posé. Et donc, le discernement, il est contingent d'un acte ou d'une décision. On ne peut pas dire qu'une personne qui vit avec une schizophrénie, elle n'a plus son discernement. Non, elle l'a peut-être plus aujourd'hui pour telle décision, mais rien ne nous permet de dire aujourd'hui qu'elle l'a définitivement perdu. Une autre affirmation qui traîne, on est en période budgétaire et donc ces aménagements pour handicapés, ça coûte trop cher. Ah oui, ça coûte cher, mais trop, non. C'est-à-dire que ça coûte cher et beaucoup de choses coûtent cher. On est dans le poncif. Oui, on est dans le poncif, évidemment. Évidemment qu'on est dans le poncif. Et puis, de toute façon, à partir du moment où c'est un devoir de l'État républicain de rendre accessibles, notamment ces locaux, la question de la cherté ou non ne se pose pas. C'est une obligation de l'État. Allez, un autre poncif. Oh, si on donne trop de liberté, certains vont en abuser. On parle de qui? Des personnes en situation de handicap ou de tout le monde? Les personnes en situation de handicap, ils vont en abuser largement. Vous vous rendez compte ce que ça coûte à la Sécu, enfin? Oui, et là encore, j'ai envie de dire trop de liberté. Ça me fait penser à l'inscription justement à l'extérieur de cet hôpital de Trieste qui évoquait en italien la liberté. La liberté, c'est du soin. Je ne comprends pas cette affirmation. De toute façon, ces personnes ne sont pas capables de décider seules, donc ce n'est pas la peine de les emmener voter, par exemple.
Alors, le droit de vote est universel. Les personnes, qui sont sous tutelle, par exemple, vous pensez qu'elles n'ont pas le droit de se marier, qu'elles n'ont pas le droit d'aller voter, qu'elles n'ont pas le droit de décider de leur religion? Être sous tutelle, ça ne veut pas dire être sous-humain. Donc, à partir du moment où on est sous tutelle, ça veut dire qu'on a à un moment besoin d'aide pour gérer son budget, pour suivre des soins qui sont jugés y compris par un système autour de la personne. Une mise sous tutelle, c'est pas une personne qui devient responsable d'une autre. Donc, encore une fois, là, ça n'a aucun sens. Et en plus, il y a une réforme en 2019 qui a réaffirmé que toutes les personnes sous tutelle, donc d'abord, ont retrouvé leur droit de vote, et même sous protection, elles conservent des droits personnels. Une petite dernière avant la conclusion, parce qu'il nous reste 5 minutes. À quoi bon la République ne peut pas tout faire pour tout le monde? Eh bien, écoutez, puisque nous sommes, nous tous, acteurs et agents de la République, motivons-la pour ce sujet en particulier. Je le disais tout à l'heure, et je pense que ça peut être un mot sinon de conclusion ou d'ouverture, c'est que la liberté de conscience s'applique à tous. Et en cela, le droit, par exemple, à vivre dans la dignité, affirmer que ces soins ne nous conviennent pas, à dire que ce matériel respiratoire est trop lourd et à exiger, si je puis dire, soit d'en changer, soit de l'arrêter, c'est un droit. Ensuite, c'est à la République que nous incarnons, nous, en tant que citoyens, de débattre de cet avis, de cette position. Et la communauté médicale, médico-sociale est là pour générer des lieux et des espaces d'échange. Mais j'allais dire par pitié, que ces lieux et espaces d'échange donnent la primauté à l'expérience vécue par les personnes concernées. C'est comme cela qu'on arrivera à considérer correctement les personnes qui vivent avec une situation de handicap. RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation Valeurs et République de la laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation Valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 09 79 73 45 77. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup Magali pour cette première partie. Et puis je suis sûr que vous mourrez tous et toutes d'envie de poser des questions. Donc levez la main et je vous donnerai le micro. Oui, alors moi je vous remercie, c'était très intéressant. J'aurais une question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu, j'ai trouvé. Vous avez un peu contourné la question sur l'expression de sa religion à l'hôpital quand on est dans une situation où on n'est pas capable d'aller tout seul dans un lieu de culte. Enfin voilà, comment ça se passe à ce moment-là pour les personnes en situation de handicap ? Ou dans les institutions d'ailleurs, ça va au-delà de l'hôpital. Cette liberté de conscience, si elle s'exprime dans un lieu privé par exemple, une institution privée qui travaille via une délégation de service public ou une mission de service public, elle est en droit d'attendre de l'équipe médico-sociale ou de l'équipe sociale un accompagnement vers un lieu de culte. Ou bien je pense à un EHPAD parce que c'est une situation qui s'était manifestée, parfaitement le droit d'exprimer une demande, par exemple, d'assister à une émission religieuse et donc l'institution est en devoir de lui donner accès à cette expérience. Mais est-ce que les EHPAD ou les foyers doivent s'équiper d'une aumônerie ? Attendez, on n'est pas alarmé là, on n'est pas dans un service public. Alors l'aumônerie, non, elle n'est pas obligatoire, mais en fait c'est le travail des personnels accompagnants, de favoriser l'accès à la pratique d'un culte si c'est important pour la personne concernée. Pour compléter, ce que dira l'État, c'est que dans les lieux de privation de liberté, la liberté religieuse doit être permise. Alors, on parle des hôpitaux, mais on peut parler des prisons, on peut parler des casernes pour les militaires, on peut parler des internats,
pour l'éducation nationale. Voilà, eh bien, comment on fait quand on ne peut pas circuler librement pour avoir accès à sa liberté de conscience, finalement? Ça peut être un culte ou autre. C'est pas forcément uniquement le culte. Et c'est ça qui est intéressant. Et, parce que la liberté de conscience est beaucoup plus large que les aspects religieux. Donc, effectivement, on a besoin d'accéder à un culte. On est dans une institution médico-sociale. On ne peut pas sortir parce que, je ne sais pas, facilement parce qu'on est justement en situation de handicap. À l'institution de permettre, en fonction de la demande de l'usager, et uniquement en fonction de la demande de l'usager, c'est pas à l'agent de faire la prescription, c'est vraiment la demande de l'usager, de dire, comment on va adapter? Tiens, on va peut-être faire une sortie, tu veux aller dans un édifice religieux, comment on va aménager la sortie pour pouvoir t'y accompagner. Voilà, c'est pas forcément à l'intérieur de l'établissement que ça doit se faire. Absolument. Et pour compléter ce que vient de dire Jérémy, en 2013, la CNDH a prévu, sinon l'élargissement, en tout cas a précisé que ce droit à la liberté de conscience concernait aussi les personnes vivant avec un trouble psychique, donc à la psychiatrie, et donc à l'hôpital psychiatrique. Parce que, il faut bien le dire, mais on est entre nous, parfois l'expression du besoin de culte, de prière, il peut être traduit comme une émanation du délire, une expression du délire par le personnel. Et donc là, on a depuis 2013 un texte très clair qui nous dit non, ça s'applique. Cette liberté de conscience s'applique en psychiatrie. Je voulais juste dire en complément qu'il existe le droit d'assistance spirituelle qui est évoqué dans tous les hôpitaux publics et aussi privés. Et la personne peut demander à un ministre de son culte de venir le visiter. Et là, il peut accomplir, je pense, dans sa chambre, tous les gestes utiles à sa religion. En fait, la liberté religieuse, elle a une limite quand même, c'est l'ordre public. L'ordre public, où il y a 3 composantes, la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Donc, accéder dans sa chambre, pourquoi pas, à condition qu'il soit seul dans sa chambre, que ça ne dérange pas l'autre voisin, sinon il y a un problème de tranquillité publique. Ça va dépendre aussi. Donc, c'est des modalités où à chaque fois à penser, à organiser. D'autres questions? Par rapport à tout ce que vous avez parlé, d'avoir la salle pour les prières, etc., il me semble qu'une simple salle, tout court, un petit coin, dans chaque endroit, avec les symboles de l'étoile, du plus, de la lune et les 2 mains comme ça, c'est soit version juive, chrétienne, musulmane, côte asiatique, zénitude, voire petit tapis pour les étirements des lombaires, du dos, etc. devrait exister à chaque endroit, comme dans chaque petit village. On peut imaginer la même chose, transposée aux anciennes églises qui tombent en ruine, pour faire la même chose. C'est une idée. Pour se réapproprier les liens entre nous tous. Il y a une réponse qui peut être faite en creux, c'est que refuser catégoriquement, c'est transformer la laïcité en outil anti-religieux. Donc le bon sens voudrait de procéder à un échange et encore une fois une réflexion autour des aménagements raisonnables. Et c'est le côté catégorique qui peut transformer les relations, notamment au travail, en situation de tension inutile. Je vois bien l'idée, en fait, de se dire on va pouvoir avoir un lieu où on va mettre tous les cultes dans tel endroit. Mais en fait, ça n'existe pas et ce n'est pas possible. Pourquoi ? Est-ce que vous savez combien on a de religions aujourd'hui en France comptabilisées au bureau des cultes au ministère de l'Intérieur ? Eh bien, on est à 3000 religions. 3000 religions aujourd'hui en France. S'il fallait donner un jour férié par religion, on aurait à peu près 10 ans de jours fériés. Alors, quand on entend que le Premier ministre actuel, François Bayrou, veut retirer 2 jours fériés, c'est pas maintenant qu'on va avoir des jours fériés supplémentaires. Voilà. Donc, c'est pas possible, en fait. Et en plus, la liberté de conscience, elle permet quoi ? Elle permet aux gens d'inventer ces religions si elles le veulent. Autant de religions qu'elles le souhaitent. Donc, si vous voulez, à la fin de cette émission, de créer une religion, et vous êtes tous dans le public, les dieux et les déesses de cette religion, la liberté de conscience vous le permet. Vous créez votre propre religion et vous êtes le propre dieu et votre propre déesse, vous avez le droit de le faire. Voire même ne pas le faire du tout, vous avez le droit aussi. Voilà, ça va très loin la liberté de conscience. Donc c'est pas la volonté de devoir à chaque fois cibler telle ou telle religion et comment développer cette affaire-là. Donc attention, les accommodements raisonnables, ça peut être aussi très déraisonnable. Je vais vous prendre un exemple.
quelque chose qui s'est passé au Québec. Au Québec, avant, il y avait une loi sur les accommodements raisonnables. Ce n'était pas de la laïcité. On disait, il va falloir qu'on fasse autrement. On va permettre, si la personne a une demande qui est raisonnable, on va l'accepter. Pourquoi pas une demande religieuse? Bon, si ça ne gêne pas, pourquoi pas. Mais là, c'était ouvrir la boîte de Pandore. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une famille ultra-orthodoxe qui mettent leur petite fille en école maternelle. Et ils disent à la maîtresse, au nom de la loi des accommodements raisonnables, je ne veux pas que ma fille entende les comptines scolaires chantées par la classe, par les autres élèves ou par l'institutrice. Donc, au nom de la loi des accommodements raisonnables, quand ils se mettaient à chanter les comptines, ils mettaient un casque sur les oreilles de la fille pour pas qu'elle entende. Vous voyez un petit peu la limite. Autre exemple, dans un collège, toujours au Québec, toujours avec cette loi accommodement raisonnable, on a dans une classe un élève qui vient avec un signe religieux. Bon, bah, c'est la loi des accommodements raisonnables, pourquoi pas, on peut l'autoriser. Sauf que voilà, cet élève était sikh. Et qu'est-ce qu'il avait à sa ceinture? C'était un kirpan. Il se baladait avec son kirpan. Et si vous ne savez pas ce que c'est un kirpan, eh ben c'est un poignard de cérémonie. Donc ça veut dire qu'il se baladait avec son poignard de cérémonie en classe, à l'école, au collège. Voilà. Vous voyez que la laïcité, la liberté de conscience, elle nous protège. Parce qu'elle dit quand même quelque chose de très important. C'est, la liberté d'exercice du culte, elle existe, mais elle est soumise à l'ordre public. Et donc, en France, on n'aura pas ça. Donc, il faut faire attention à toutes les demandes qu'il peut avoir. On ne peut effectivement pas accepter toutes les demandes. Il y a des demandes qui sont absolument déraisonnables. Et parfois, des demandes qu'on va dire raisonnables, c'est aux volontés, au contraire, de faire passer d'autres choses. Donc, il faut toujours être très vigilant. Avec une précision qu'il s'agit d'aménagement raisonnable dans le texte de loi visant la responsabilité des employeurs et non pas d'accommodement. Les aménagements raisonnables sont des aménagements notamment du poste de travail et de l'environnement de travail. On est sur deux... les mots ont une importance. Qui veut poser une question? Oui. Alors, je vais changer de sujet. Je vais revenir sur la loi de 2005 et donc l'accueil des enfants handicapés à l'école. Et je vais peut-être poser une question qui fâche, mais... tous les handicaps peuvent-ils être accueillis à l'école? Alors, je parle d'expérience, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu tout au long de ma carrière. Parfois, l'école peut aussi faire violence à certains enfants, à certains handicaps. Et est-ce qu'on ne fait pas aussi face à une défaillance de l'État qui ne met pas en place suffisamment de structures pour vraiment répondre aux besoins de chacun? Je vous remercie vivement de cette question et je vous rejoins sur la première partie de votre question et pas sur la seconde. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que, en effet, le droit spécifique est tout à fait légitime et heureusement qu'il existe puisque les instituts médico-éducatifs, les classes Ulysse, les dispositifs qui sont destinés à des enfants qui pourraient être en difficulté face à une école républicaine en plus massifiée, démocratisée, des classes de 35, etc. Et donc, ces perspectives existent pour les enfants qui ont besoin d'une adaptation et qui ont des besoins spécifiques. Mais là où je ne vous rejoins pas, c'est dans la conclusion que nous pourrions en faire de démultiplier les places dans le champ du droit spécifique et donc dans le champ médico-social. Je crois que ce n'est pas une question de place. Je crois que ce n'est pas une question d'établissement spécifique à développer. Je pense qu'au contraire, c'est à des systèmes de passerelles de se développer pour que les enfants ne soient jamais enfermés jusqu'à 18 ans dans un système spécifique et lié uniquement à leurs besoins fondamentaux. Combien de fois j'ai entendu des mamans dire à quel point leur enfant était heureux d'aller à l'école, même si sur le plan scolaire et cognitif, ce pouvait être difficile pour lui. Donc oui, je suis d'accord avec vous, certains enfants ont besoin d'aménagement, donc de parcours aménagés en fonction d'ailleurs de leur actualité. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un besoin en septembre, octobre, novembre, mais il faut que les différentes institutions qui le prennent en charge, soient en capacité de renouveler leurs avis régulièrement au rythme de l'enfant. Mais je suis absolument pas convaincue du tout, voire convaincue du contraire. Je pense que le nombre de places n'est pas une solution, parce que plus on augmente le nombre de places dans des établissements spécialisés qui bénéficient donc de financement de l'ARS, des départements, et au fond, plus on enferme.
Je le dis de façon un peu volontairement provocatrice, mais... C'est pas tout à fait dans ce sens-là que je le disais. Alors moi, j'étais anciennement directrice d'école maternelle, j'enseignais en classe. On voyait, en fait, très souvent, les enfants qui sont scolarisés, c'est souvent d'abord à l'école maternelle. Et les enfants, alors moi, d'expérience, j'avais beaucoup d'expérience, j'ai toujours accueilli des enfants handicapés, il n'y a jamais eu de problème pour moi, mais ça se fait quand même, ça se prépare. Oui. Moi, avant la rentrée, je préparais avec les familles, l'accueil de l'enfant, de telle sorte qu'à la rentrée, tout soit mis en place. La difficulté était quand, je vais dire, les parents ont du mal à accepter les difficultés de leur enfant, le mettent à l'école, sans prévenir l'école, et là, c'est violent pour l'enfant. Oui. Parce qu'il y a des enfants qui sont pas faits pour être dans une collectivité tout de suite. Si on a préparé en amont, on peut aménager, on peut décider que l'enfant vient au départ un petit peu pour qu'il s'habitue au groupe, ou voire même qu'il est accueilli l'après-midi, quand il y a un peu moins d'enfants. Il faut vraiment s'adapter à chaque enfant. Absolument. Moi, j'ai vu des situations faisaient vraiment violence à des enfants parce qu'il y avait un forcing de la famille pour que l'enfant soit accueilli à temps plein. Alors, avec la collectivité toute la journée, la cantine, tout, ces enfants, en fait, étaient malheureux, vraiment malheureux. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, c'est pas du tout un rejet. Ceci dit, moi, je peux quand même témoigner que toutes les scolarisations que j'ai vues d'enfants handicapés, quand elles sont bien préparées, quand on a l'aménagement qu'il faut et quand on a le personnel qu'il faut, c'est vraiment des réussites. Absolument. Vraiment des réussites. Absolument. Et je suis à 100% pour. Ouais. Mais il y a des limites aussi. Oui. Et on a parlé des AESH, effectivement. C'est un souci, c'est formidable, les AESH. Mais c'est un personnel qui est très précaire, effectivement, pas assez formé, comme le sont aussi les enseignants. Moi, personnellement, j'avais demandé volontairement à être formée parce que je me suis retrouvée face à une multitude de handicaps que je ne maîtrisais pas du tout. Et on est démunis. Donc, c'est très compliqué, cette situation-là. Mais je vous rejoins et je vous remercie de rendre compte d'expériences réussies lorsqu'elles sont préparées avec la famille et donc quand il y a un travail qui se fait aussi au niveau de l'enfant et de ses capacités et en étant très regardant, très observant quant à ses limites également. Et je vous rejoins, peut-être que nous manquons de considération et de temps parfois pour le faire, pour se mettre au niveau de l'enfant et de son rythme. Sur le plan national, trouver un créneau sur les antennes radio pour qu'on puisse installer ces réseaux d'échange et permettre aux gens d'appeler et de poser des questions dont ils ont vraiment besoin, s'il vous plaît. Ça, c'est une excellente question et je vais la retourner aux professionnels de la radio. Alors là, s'il existe, si demain se crée un moment un peu sanctuarisé pour qu'en effet le dialogue puisse se faire entre les travailleurs sociaux, le personnel médical, l'école, des représentants de l'école, la famille, j'en suis. Je pensais que ce serait bien aussi de travailler dans les grandes périodes de la vie de notre société, qui c'est le début, le couple, les différents âges, pour travailler sur la prévention globalement. Parce qu'en fait, c'est un mot qu'il faut retenir, qu'il faut travailler dans chaque étape, que ce soit le couple, que ce soit la petite enfance, l'adolescence et la suite. Et ne pas oublier les liens qu'il faut faire entre les différentes étapes du début de la vie et de la fin de la vie. Voilà, en gros. Je voudrais rajouter sur ce que Madame a dit, et je suis pour. Qu'il faut associer, pour moi, ils doivent comprendre et apprendre de leurs enfants et commencer à faire les suivis aussi à la maison. On dirait que les enfants, les parents sont à l'écart de tout ça. Alors c'est compliqué parce que si je veux être comme Madame tout à l'heure, je ne veux pas être désagréable, hein, mais c'est vrai que si on considère par exemple que l'école instruit et que la famille éduque, eh bien, à la famille aussi de se former, peut-être,
aux différentes pathologies cognitives qui peuvent frapper leurs enfants. Et donc, il existe aujourd'hui des associations, notamment des associations de famille. Il existe aussi des systèmes pédagogiques qui permettent aux familles de s'informer et de mieux prévenir peut-être d'éventuelles crises ou d'aggravation de la pathologie, d'ailleurs quelle qu'elle soit. Mais pour cela, il faut que la famille soit informée. Alors, est-ce que c'est à l'école de l'informer? Est-ce que c'est plutôt au système médico-social de le faire? On va se renvoyer la balle pendant des années et des années. Vous voyez, la responsabilité de la famille quant à son niveau d'information, quant à la pathologie de l'enfant qui est élevé en son sein est importante. C'est aussi de la responsabilité de la famille. Oui. Vous remarquez bien que le réseau d'échange réciproque de savoir fait sa part à son niveau, puisqu'on organise aujourd'hui, on est le 4 septembre 2025 à la rentrée, une émission de radio spécifique, Laïcité Handicap, justement pour donner cette parole un maximum. Et on va la diffuser sur l'ensemble des podcasts possibles, Spotify, Deezer, YouTube, cette émission. Donc, c'est notre petite pierre à l'édifice qu'on va pouvoir faire. Bien sûr, après, nous, on est une petite association d'éducation populaire. On fait ce qu'on peut à notre niveau et à nos moyens, et c'est déjà très bien. Et maintenant aussi aux autres, et ceux qui réécouteront cette émission, n'hésitez pas aussi à vous lancer comme ça. Et puis j'ajouterais que j'ai préparé un petit topo avec des références d'associations, pas forcément seulement dans le 91, mais aussi au niveau national, et qui peuvent aider, que ce soit des professionnels, des parents ou des personnes concernées. Voilà. Donc si ça peut aussi vous aider, je transmets à Jérémy et à Alain une liste de structures, la plupart associatives, qui seront peut-être susceptibles à la fois de poursuivre l'échange et de vous informer encore mieux sur les dispositifs existants. Je voulais parler du handicap non visible. Il y a des gens qui portent de lourds handicaps invisibles et ils se sentent beaucoup pas compris. Vous avez dit quelque chose lorsque vous parliez, qui a une vraie réalité. L'acteur n'est pas pris en compte, il n'a pas son mot à dire, on lui impose ce qu'on veut lui imposer. Est-ce que ça ne donne pas plus de crispation? Et comment sortir de cet état d'esprit? Parce que vous avez utilisé une expression, la communication qui est beaucoup plus... La communication par la personne elle-même qui constitue le premier des remèdes. La paire est dense. C'est pas parce qu'on a un handicap invisible qu'on ne peut pas partager avec les autres ce handicap qu'on ne voit pas. Parfois, on souffre seul et on meurt à petit feu de cet handicap invisible. Oui, bonjour. Je suis une nouvelle association qui travaille sur le polyhandicap et l'handicap invisible. Et du coup, j'entends effectivement ce qu'elle dit, notre chère dame, voilà, par rapport à ça. Et franchement, c'est quelque chose, aujourd'hui, l'handicap surtout invisible, c'est quelque chose que il faut le travailler. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent autour de nous. Il faut faire attention à ce genre d'handicap qui est important dans notre société. Ce que vous dites, c'est un appel à la considération de l'autre. Et en fait, ce que vous décrivez, mesdames, ce sont les conditions qui nous permettent de faire ensemble République, de faire société, d'être ensemble des agents, des acteurs de cette société. Moi, j'aimerais bien qu'on dépasse l'inclusivité. Ce qui vous dit finalement, oui, vous parliez de handicap invisible. J'ai une phrase qui me vient, qui est peut-être mal à propos, mais nous sommes tous handicapés. Qui dit que nous ne sommes pas tous handicapés? Et alors si on part du principe, on rebat entièrement les cartes. C'est pour ça que l'expérience italienne me touche particulièrement. C'est qu'à un moment donné, fermer les hôpitaux psychiatriques, ça a été de dire mais on va arrêter de considérer des gens comme à part. Nous sommes tous d'ailleurs susceptibles à un moment de tomber malades, psychiquement ou pas, mais nous sommes tous concernés. Donc ces questions de handicap invisible nous renvoient à notre capacité à accepter celui qui va moins vite que nous, celui dont la voix tremble un petit peu, celui qui diffère un peu trop. Je dis souvent dans mes interventions et auprès des équipes, le handicap, on pense qu'en fait, on en a peur parce qu'on a peur de la différence. Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'on a peur de la ressemblance. Souvenons-nous, dans les siècles passés, on pensait que la folie était contagieuse. C'est aussi pour ça que les systèmes de coercition sociale se sont imposés. C'était pour écarter, justement, ceux qui pouvaient contaminer par des idées un peu bizarres, un peu cheloues, comme diraient mes enfants. Ce que vous dites sur le handicap invisible me fait dire si nous l'étions tous.
Moi, je voulais revenir sur quelque chose donc, lié à ce que j'avais dit avant, la prévention. Et aussi peut-être d'imaginer, parce que ça existe déjà, l'école des parents. Avant d'avoir les enfants, qui pourrait être intéressant au sein des communes pour le besoin. Et aussi de toujours revenir au début des problèmes pour essayer de les régler le plus tôt possible. Parce que chaque problème qui n'est pas réglé fait plein de bébés, en gros. Et donc, il y a d'autres, on va dire, métiers nouveaux où je vois qui apparaissent. Je ne sais pas si vous en avez la connaissance, comme par exemple, je ne connais pas le nom de la dame, j'ai oublié, c'est le stress. Ça s'appelle la napsothérapie. La napsothérapie, c'est une dame, on va l'appeler X, et donc en fait de l'importance de 3 éléments en même temps, qui est le sommeil. On sait très bien que le sommeil, mais s'il manque longuement, c'est un grave problème. En gros, elle associe dans le napsothérapeute le N comme nutrition, APH, c'est-à-dire l'activité physique, et le S, le sommeil. Tout ça avec cette notion de gestion des émotions et d'aller à l'origine des problèmes. Et aussi que quand, dans la vie du circuit de l'humain, entre le couple, dont on sort chacun, d'essayer de régler les crises le plus tôt possible, d'en avoir la perception de la gestion de ses émotions et aussi, on va dire, ce que j'appelais tout à l'heure, la CNV, c'est-à-dire la communication non violente. Alors, voilà, pour arriver à gérer les crises du démarrage du couple. Alors, voilà. Là, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de sujets que vous évoquez là. 2 remarques et deux remarques. La première sur la prévention, c'est vrai que j'en ai assez peu parlé et c'est dommage parce que elle est la clé de voûte de la santé publique en France et c'est vrai qu'il existe un système de prévention primaire, secondaire, tertiaire en médecine notamment. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de prévention, je m'en veux un peu, même si le temps avance. Mais dans les données que je laisserai à Alain et Jérémy, j'évoquerai ces systèmes de prévention. Une réserve dans ce que vous évoquez là. Une réserve parce qu'il existe plein d'outils, plein de méthodes. Vous avez évoqué la communication non violente, vous avez évoqué alors, la psychothérapie, je connaissais. Souvent, ce sont des remèdes, entre guillemets, des méthodes, des techniques de bon sens. Une remarque, et je tiens à la formuler, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Le champ de la santé, le secteur de la santé, le secteur de la formation professionnelle, de la formation tout au long de la vie, sont les 2 secteurs professionnels les plus touchés par l'entrisme sectaire. Alors je vous le dis parce que on n'a pas l'impression comme ça, la formation professionnelle, etc. Mais attention à l'émergence de nouveaux métiers qui n'ont pas forcément de code déontologique et de cadre de pratique très transparent et partagé. Parce que, moi, j'aime pas du tout l'expression « personne vulnérable », mais enfin, lorsqu'on est parfois atteint d'une affection longue durée, bon, il se trouve que moi, c'est mon cas, j'en ai 2, on peut être en errance thérapeutique, on peut être en cheminement, en réflexion autour de... Eh ben, ça, ce sont des périodes de vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que les personnes sont vulnérables, mais les périodes peuvent être de vulnérabilité. Et là, on peut être aux prises avec des personnes, des institutions, des champs comme ça de pratiques qui peuvent faire un peu leur gras, si je puis dire, et, sur ces situations d'attente, d'espérance et de faiblesse. Donc attention, le champ de la santé, celui de la formation professionnelle, on ne le dit pas assez, mais ce sont des terrains de pratique, de jeu et de recrutement de très très nombreuses institutions qui ne nous veulent pas forcément du bien. Pour compléter, la Miviludes, l'organe qui lutte contre les dérives sectaires en France, constate effectivement que c'est dans le domaine de la santé, de développement personnel, le coaching, où il y a le plus de dérives sectaires. Donc, ce n'est pas dans le domaine de la religieux. Donc, effectivement, toutes les pratiques de santé un petit peu originales, il ne faut pas tous les jeter avec le bébé avec l'eau du bain, mais il faut se questionner. Tiens, il faut regarder un petit peu comment ça se positionne là-dessus. Alors, sur la nopsothérapie, elle n'est pas encore classée par la Miviludes parce que c'est une d'apparition récente. Hein. Ça allie relaxation et méthode ericksonienne. Donc nous serons très vigilants sur ces dérives sectaires, comme vous l'avez très bien
évoquer dans l'avenir. Moi, ce que je voulais dire pour les angoisses des parents qui ont des enfants handicapés qui rentrent à l'école, c'est pas le monde enseignant en qui nous avons toute confiance, c'est le regard des autres et le regard des enfants. Le problème, il est là, et la souffrance des parents, elle est là parce que les enfants ne s'en rendent pas forcément compte. Concernant le handicap invisible, il faut savoir qu'en France, il y a environ, si on tient compte de toutes les formes de handicap, environ 12 millions de personnes concernées par le handicap. Le problème, c'est que 80% des handicaps invisibles, donc 8 à 9 millions de personnes, et je peux vous assurer que dans une entreprise où il faut performer, où il faut objectiver, il faut rendre des comptes, il y a du briefing, du débriefing, des objectifs, avouer sa situation de handicap auprès de monsieur ou madame handicap, c'est de briser sa carrière définitivement. Donc vous avez des jeunes personnes qui sont handicapées et qui ne le diront pas tout au long de leur carrière pour ne pas, risquer de ne plus avoir de progression, tout simplement. Et vous avez tellement raison, et ce sont des sujets que nous retrouvons ensuite. Excusez-moi, je vous coupe parce que j'ai vraiment envie de contribuer à ce que vous dites, et ce sont des personnes que la médecine du travail retrouve ensuite sous couvert de burn-out, d'épuisement professionnel. Et il se trouve que c'est un diagnostic peut-être mal posé ou en tout cas caché. Et c'est ce que vous dites est très juste, et ça me renvoie à une notion qu'on n'a pas abordée mais qu'on aurait pu aborder, qui est la déstigmatisation. Et je crois beaucoup aussi, dans le cadre de la prévention dont on a parlé tout à l'heure, les actions de déstigmatisation, notamment des handicaps invisibles, elle est essentielle, et je pense vraiment que là, ce ne sont pas des intervenants experts, ou évidemment les médecins seraient heureusement leur voix a du poids, mais je pense que celle qui a le plus de poids concernant la déstigmatisation, ce sont les personnes concernées qui sont stabilisées ou qui ont un moment de stabilité et qui peuvent venir témoigner directement de leur expérience auprès de personnes diagnostiquées en solitaire, si je puis dire, silencieuses, de personnes dites valides et du reste. Une autre question pour parler d'avenir. Je voulais surtout vous remercier pour le paysage historique que vous avez dressé depuis le Moyen-Âge. Oh, merci. J'adore cette période-là, et encore, on aurait pu bien sûr développer sur les folies meurtrières vis-à-vis des roux, qui est une forme de discrimination. Quand on sait qu'en un an, en Allemagne, on en a tué 1500, et plutôt des femmes et plutôt russes. Mais enfin, ça, c'est un autre débat qu'on aura peut-être dans un cadre de laïcité et histoire. Je voulais revenir sur la loi de 2005, puisque la loi de 2005 avait promis que tous les établissements recevant du public, les ERP, les ERP, il y en a, je ne sais plus combien de 2 millions en France. Il y a 2 millions, je crois, de ERP en France. À 2015, horizon 2015, qui devait équiper 100% des établissements, seulement 20%, 8 à 9% des ERP étaient équipés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou handicapées. Aujourd'hui, en 2025, 20 ans après, nous n'en sommes à même pas la moitié, 48 à 49%. Donc, comment voyez-vous l'avenir ? Ça, c'est le premier point. Pour les transports en commun, je ne vous parle pas de la galère d'une personne à mobilité réduite pour prendre le métro à Paris, voir le bus. Quand les bus s'arrêtent, quand ils voient une personne en fauteuil roulant pour ne pas être retardés dans leur horaire et arriver à l'heure au terminal. Et puis, oui, plutôt les paroles d'avenir. On a parlé de sport paralympique. C'est bien beau. Que fait-on de la devise des valeurs paralympiques qui sont tout aussi belles que celles des valeurs olympiques? Alors, accorder un peu de temps, un mois pendant une période de Jeux olympiques, et puis le reste de l'année, on voit bien ce qui se passe dans les clubs sportifs, les choses comme ça. C'est tout juste, comment dirais-je, si l'on accepte parfois les enfants avec des handicaps pour la pratique d'un sport, quoi. Puis merci d'avoir rendu hommage à Patrick Gage, un pilote extraordinaire, handicapé, un homme épatant, remarquable. Voilà, et qui viendra peut-être d'ailleurs s'exprimer un jour sur vos ondes, et qui a une initiative Envole-moi qui est absolument fabuleuse. Il fait voyager des enfants qui vivent avec un handicap avec des enfants qui ne vivent pas avec un handicap, ensemble, dans des expériences qui durent, qui sont des expériences et pas des one-shot événementielles. Donc il sera content d'avoir à la fois en introduction et en conclusion un clin d'œil de notre part. Alors, je ne veux pas conclure sur une vision pessimiste, parce que la loi, elle a quand même 20 ans, et puis vous parliez d'accessibilité des IRP, je vais être
et sans cynisme, pour avoir travaillé dans le secteur médico-social, bon nombre d'établissements destinés aux personnes en situation de handicap ne sont pas accessibles. J'ai dû faire des travaux et les commanditer alors qu'ils n'étaient même pas budgétés pour construire une rampe d'accès d'un établissement à destination exclusive de personnes en situation de handicap et qui y venaient tous les jours. Donc on en est loin. Je ne sais pas s'il manque une volonté politique, s'il manque une coordination des associations, y compris nationales, pour faire du lobbying. Je ne sais pas s'il va falloir qu'on s'américanise et qu'on organise des class actions pour faire pression sur les gouvernements en charge de ces questions. Mais je ne peux que constater avec vous qu'en 20 ans, on aurait pu faire beaucoup mieux. Vraiment. Ah oui, non, si j'avais eu plus de temps pour la démarche historique, je vous aurais parlé de Charcot aussi. Je vous aurais parlé de la Pitié-Salpêtrière et de plein de références que j'ai mis dans un petit encadré sur la question des femmes, des violences aussi faites aux femmes pendant tellement d'années en lien avec justement les troubles psychiques, la façon dont l'hystérie a été considérée, Charcot étant un phénomène, et c'est le père de la neurologie actuelle, c'est un homme brillantissime, et en même temps, on sait aussi qu'il a été un très bon livre de Marcel Gauchet qu'il a écrit avec une psychiatre sur ce sujet-là. Il y avait plein de choses à dire. Moi, je voudrais témoigner. D'abord, en tant que formateur et en tant que coach, oui, je rencontre régulièrement des mécanismes sectaires qui se mettent en place dans un certain nombre d'entreprises avec un certain nombre de gourous qui se croient au-dessus de la mêlée. Donc j'y fais extrêmement attention, moi-même en tant que formateur et coach. Mais je voudrais témoigner, dans ma carrière, j'ai travaillé un temps avec la GFIP dans l'aménagement des postes de travail en entreprise. Et je suis tombé un jour dans une imprimerie avec une personne il lui manquait le bras et la main. Dans cette imprimerie, il mettait des enveloppes ou des papiers dans une machine. Il était très content de sa situation. Son seul problème, c'est qu'il mettait 2 heures le matin et 2 heures le soir pour rentrer chez lui et qu'il avait besoin d'un logement un peu plus près. Ça serait pas mal. Mais dans mon audit, je fais le compte de ce qu'il déplace comme papier dans la journée, j'additionne et au bout de la journée, j'atteins 3 tonnes. Donc avec un bras, cette personne handicapée déplaçait 3 tonnes de papier par jour, tous les jours sur lesquels il venait de travailler. J'ai levé le petit doigt en disant « Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ?» Et là, j'ai eu une levée de bouclier de sa part en disant « Non, moi sinon je vais perdre mon boulot. Donc trouvez-moi un logement, ça serait bien, mais surtout ne touchez pas à mon poste de travail. » Donc il était handicapé et il avait très peur de perdre son job. 3 tonnes avec un bras. Mais vous l'avez écouté. Bien sûr. Vous l'avez entendu. Bien sûr. Et vous n'êtes pas allé contre sa volonté de travailler plutôt sur l'objet qu'il voulait lui garder pour lui. Bien sûr. Et on lui a trouvé un logement. Avec le patron, j'ai été le voir. Je voudrais rajouter quelque chose d'abord. Il faudrait que les professionnels écoutent les syndicats. Comme ça, ils vont bien gérer l'affaire. Donc moi, je voudrais rebondir. J'ai commencé ma carrière en tant que monitrice éducatrice avec des enfants handicapés physiques et mentaux. J'ai travaillé 5 ans au Luxembourg. Donc le problème de la laïcité ne se posait pas. Quand j'ai passé mon concours d'entrée pour entrer à la DAS, voilà, moi j'ai travaillé pendant des décennies sans nous parler de laïcité. On avait un devoir de neutralité, un devoir de confidentialité. Donc il y a des choses qui me gênent par moments, mais ils me connaissent maintenant. Ça fait 8 ans que je suis engagée, un peu plus sur la thématique de la laïcité. J'avoue qu'il y a des moments, j'y perds un peu mon latin, voilà. En plus, je me réfugie derrière mon statut de Mosellane, parce que chez nous... L'Alsace-Moselle, on n'en a pas parlé. Voilà. Chez nous, il y a le concordat. Le concordat. Faut-il abolir ou non ce concordat ? Vaste débat, mais on a fait une émission déjà dessus où Eliane était présente. Donc elle aime bien reposer la question, puisqu'effectivement, en Alsace-Moselle, mais aussi certains territoires ultramarins, la loi 1905, la laïcité ne s'applique pas. On reviendra ultérieurement, mais ce n'est pas trop le sujet du débat aujourd'hui, donc je vous propose par contre de faire un petit pas de côté, parce qu'on a notre caricaturiste qui est là. Donc... Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Notre Jean-Cri a griffonné, dessiné plein de choses. On va lui laisser la parole pour qu'il nous présente ses œuvres. Alors, nous avons évoqué plusieurs choses, et notamment effectivement que la laïcité et handicap
la laïcité, c'est l'égalité. Et donc, j'ai dessiné quelqu'un avec une chaise roulante en bas d'un escalier et avec en haut laïcité comme objectif. Et puis, laïcité, égalité, point d'interrogation. Un autre qui avait été évoqué, c'est l'histoire de pratiquer sa religion et donc de faire venir un ministre du culte. Et donc là, j'ai fait un ministre du culte où il dit « Bonjour, moi je suis ministre du culte pastafarien ». Il arrive avec un gros plat de pâtes et puis il demande est-ce qu'il reste du ketchup. Après tout, il aurait le droit. Ah oui, si, j'en ai. C'est une vanne, j'espère que ça va vexer personne. On parlait un peu des dérives sectaires et là, j'ai un gourou qui dit « Croyez en moi, vous verrez la lumière ». Et il y a un aveugle qui dit « J'aimerais bien ». Et puis on a parlé aussi du refus de soins. Et donc là, il y a un monsieur qui a un couteau ensanglanté et puis une femme qui le tient par les cheveux comme ça et qui dit « J'ai droit au refus de soins ». Et le médecin qui lui dit « C'est sûr ?» Alors Magali, une petite réaction sur tous ces dessins? La première réaction sur l'accessibilité, on en a parlé, et Patrick pourra vous en parler encore mieux que moi. Sur les pastafariens, il y a des sauces tomates quand même bien meilleures que le ketchup, j'en crie. Là, vous exagérez. Et alors sur le « j'ai droit au refus de soins », discutons-en. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce message? Le message, c'était un peu le personne qui a un couteau et tout ça, donc manifestement, il est un peu malade. Et puis revendique un refus de soins, et le médecin s'interroge, est-ce qu'il faut vraiment lui faire un refus de soins, quoi? Alors là, dans cette situation-là que vous voyez, il existe dans le cadre de la loi l'hospitalisation sous contrainte lorsque la vie d'une personne est mise en danger par une autre. Donc là, la question ne se pose pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais d'abord vous remercier par rapport à la réponse que vous avez donnée pour l'Italie et qu'ils ont fermé les hôpitaux, l'asile psychiatrique. Oui, je trouve que là, c'est positif. J'ai bien aimé ça. Mais je voulais vous poser la question sur pourquoi déplacer le mot folie pour handicap psychiatrique et pourquoi le mot folie est maintenant en dessous et puis que c'est l'autre qui remonte. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. J'ai une réponse un peu liée à l'histoire des sciences sociales. On a tendance à remplacer les mots lorsque ceux-ci sont trop connotés, notamment négativement. On parlait par exemple au XIXe siècle de folie hystérique, pour parler des crises que pouvaient vivre des femmes qui étaient catatoniques, qui tombaient dans les pommes. Donc la folie, par exemple, elle n'est plus dans le langage correct, si je puis dire, partagé, parce que trop connoté. Mais on a d'autres exemples, plein d'autres exemples. Regardez, on ne parle plus de personnes aveugles. On peut se le dire autour d'un café, etc. Tiens, tu sais, Jean-François, il est aveugle. Bon, non, d'ailleurs, celui auquel je pense est plutôt sourd. Mais non, on parle de malvoyants. Vous voyez, on parle de malvoyants et non plus de personnes aveugles. Donc, il y a des mots qui en remplacent d'autres. Et puis, si je voulais être vraiment critique et pousser mon raisonnement jusqu'au bout, je vous dirais que plus un mot s'impose dans la société, et plus il cache l'impossibilité d'être pensé et réfléchi. Je vais prendre un exemple en dehors du handicap. Vous voyez, handicap, on a finalement conclu tout à l'heure que si ça se trouve, on était tous potentiellement concernés. Alors que logiquement, c'est une catégorie qui était censée être à part. Donc vous voyez, il y a un glissement qui s'étire et qui s'étire. Mais je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir avec le handicap. C'est la notion de compétence. Avant, on avait un métier avec des actions qu'on mettait bout à bout pour exercer ce métier. Puis petit à petit, dans les années 70-80, on a commencé à parler de compétences. Des actions de développement de compétences. Ce n'est plus des actions de formation, c'est des actions de développement de compétences. Compétences psychosociales. On a maintenant des compétences douces. Et moi, je crois qu'en fait, on ne sait plus du tout ce qu'il y a derrière le mot compétence. Et c'est pour ça que c'est un mot qui finalement devient un mot valise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je pense que la folie a disparu parce qu'elle était connotée péjorativement et qu'on l'a remplacée par des mots qu'on remplacera un jour où la société voudra justement aider à penser peut-être un peu autrement. Vous voyez, là, l'OMS a classifié le handicap dans 4 catégories. Je fais le pari qu'il y en a
qu'il y en aura plusieurs qui viendront s'ajouter à cette catégorie dans les prochaines années. Juste, en fait, je voulais ajouter aussi, on ne parle plus de personnes handicapées, non, on parle de personnes en situation de handicap. Eh bien là, si Patrick était là, il serait ravi de répondre à votre question. Alors, moi, oui, et pourquoi ? Parce que personne handicapée était jugée péjorativement. Et c'est pour ça qu'on a parlé de situation d'empêchement, en réalité, de se déplacer correctement. Et donc, là encore, on est sur une vision en creux des besoins en compensation. On peut être d'accord ou pas d'accord, c'est vrai que c'est plus long à dire. Personne en situation de handicap, personne handicapée, c'est plus long. Est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que ça sert la cause ? Moi, je ne suis pas convaincue, mais après tout, je ne suis pas le législateur. Donc je suis beaucoup intervenue en tant que réserviste citoyenne au sein d'établissements franciliens qui pouvaient rencontrer des problématiques de ce type-là. Et comme chacun sait, parfois les problèmes deviennent de plus en plus insolubles. Et puis un tiers arrive et parce que sa position est une position tierce, eh bien le dénouement se fait un peu plus facilement. Ce n'est pas une question de compétences justement particulières, mais c'est une question d'organiser une intervention d'un tiers. Donc n'oublions pas non plus que les situations, quand on parle de harcèlement scolaire, ça ne veut pas dire que le harcèlement a forcément pour objet le handicap, mais les enfants en situation de handicap sont plus souvent victimes de harcèlement et de violence. Est-ce que l'évolution du handicap à la situation de handicap ne correspond pas aussi à l'évolution des techniques ? Je pense à ma personne là, qui avait un bras en moins. On peut aujourd'hui lui mettre une prothèse. On peut lui mettre aussi dans le dos un soutien mécanique qui le soulage. Une personne non-voyante, il y a des techniques aujourd'hui pour certains cas qui leur permettent de voir, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas cette évolution-là ? Oui, c'est aussi cette évolution qui permet justement à la personne de ne pas être réduite à son handicap. Une personne handicapée, c'est une adjectivation. Une personne en situation de handicap, eh bien, elle n'est pas réduite, assujettie à son handicap. Oui. Et il y a des solutions techniques. Alors j'espère que les solutions techniques évolueront le plus rapidement possible. Je pense que l'intelligence artificielle viendra, je l'espère, au secours notamment des situations fonctionnelles le plus rapidement possible et le plus démocratiquement possible. Démocratiquement possible, puisque ce sont encore des solutions coûteuses aujourd'hui. Très coûteuses. Mais ça, j'ai grand espoir que justement finalement le champ de la prothétique soit... Je parlais des entreprises tout à l'heure, mais c'est un monde extrêmement violent. Et ce sont des choses quand même qui évoluent aussi. J'ai travaillé avec une compagnie d'aviation où il y avait systématiquement une violence terrible dans le cockpit entre le commandant de bord et le copilote. Et il a fallu près de 10 ans pour que le mot stress fasse partie du cursus. Alors j'étais payé pour ça, pour travailler sur le stress, sauf que j'avais pas le droit de dire le mot. Et il a fallu qu'un aviateur se jette sur une montagne en disant je me suicide pour qu'il y ait réaction collective de l'entreprise. Donc il y a des choses qui avancent, parfois très douloureusement, mais nous sommes aussi dans une époque qui prend en compte les choses à bras-le-corps, parfois. Alors, je ne sais pas sur le handicap complètement s'il y a cette prise en compte. Le stress, c'est un phénomène qui concerne l'ensemble de la population. Et puis, il y a une littérature qui qui a pris un peu de distance avec l'utilisation de ce terme dans le champ du travail. Mais concernant le handicap, encore une fois, je pense qu'on aura gagné quand on n'en parlera plus. Alors ça paraît, je sais pas, ça paraît peut-être bisounours ce que je vous dis, mais si on parle vraiment du fond du problème, tous différents, nous le sommes. Ce qui nous rassemble, c'est la laïcité et ses principes tels que la liberté de conscience, c'est la République, et donc on n'a pas à insister sur nos différences, mais bien plutôt à les vivre en paix et à travailler sur ce qui nous rassemble, au fond. Mais on a parfaitement le droit d'être différents les uns des autres. Il y a quelque chose de
peut-être utopique dans ce que je dis, mais au fond, c'est aussi une façon de renforcer l'idée que c'est pas en augmentant le nombre de places dans des instituts spécialisés qu'on va réussir à générer ou régénérer ou à nourrir et alimenter cette République universelle. Ça, moi, j'en doute fort. Je voulais réagir sur cette notion de personne en situation de handicap. Et parce que je me souviens de ce mot handicap et de l'origine étymologique de ce mot handicap. Ça veut dire hand in cap, main dans le chapeau, littéralement traduit de l'anglais. Qu'est-ce que c'était cette main dans le chapeau qui était à la base le handicap? Vous savez, en Angleterre, en Royaume-Uni, ils adorent le cricket et ils font des concours de cricket et autres. Et alors du coup, le handicap, c'était pour la main dans le chapeau, c'était pour permettre que tout le monde joue à égalité. Parce qu'il y avait des gens qui étaient très forts et des gens qui étaient moins forts. Et donc, on mettait un handicap, main dans le chapeau, ils tiraient un handicap pour pouvoir jouer à la même hauteur pour que la partie soit intéressante. Et que le plus fort soit un peu ralenti pour que la partie soit joyeuse. Et donc, quand on dit personne en situation de handicap, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire plutôt que ça serait des gens valides, si tant est que ça serait le terme qu'il faudrait dire, qui devraient, eux, avoir un handicap pour pouvoir qu'on joue collectif au même niveau? Et ça serait peut-être ça, la logique. Et quand on parle de liberté de conscience, ce serait peut-être ça, justement, cette laïcité, cette liberté de conscience, de permettre à tout le monde de jouer au même niveau et de pouvoir avoir des parties intéressantes. Bonjour. Je voulais vous poser une question concernant les moyens qu'il faudrait, parce que forcément, en fonction de chaque handicap, il y a des moyens différents. Je suis animateur périscolaire et dans les écoles, on a depuis la loi de 2005, on inclut progressivement les élèves en situation de handicap, mais sans vraiment mettre de moyens supplémentaires. Il y a quelques AESH dans les écoles. Et pour la partie animation, la partie périscolaire, il y a des animateurs en plus, mais qui également ne sont pas formés, sans compter le fait que souvent on est en sous-effectif, ce qui peut se traduire malheureusement par ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire la mort d'une enfant dans une base de loisirs qui s'est noyée, puisque la plupart de mes collègues qui se chargent de ces enfants ne sont pas formés et parfois forcément manquent de vigilance. Parce que quand on n'est pas formé, qu'on n'est même pas à la base on n'est même pas embauché pour ça et qu'on doit surveiller un enfant qui peut partir à tout moment, et que c'est très difficile, ça demande quelqu'un de formé. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, et sachant que derrière, évidemment, c'est toujours un choix budgétaire, politique. Je pense que je vais faire une réponse qui va peut-être fâcher certains, mais je pense que les subventions, l'argent qui est donné pour créer des places supplémentaires dans des établissements dits spécialisés qui deviennent des institutions fermées mériterait d'être redistribué, peut-être associé à une meilleure formation des agents qui sont employés par la mairie, en l'occurrence. Le personnel périscolaire ne dépend pas de l'éducation nationale, puisqu'ils ont en plus cette charge, comme vous venez de le dire, d'animer, donc de rendre vivants des séjours auprès d'enfants qui vont vivre une collectivité extrêmement vivante, extrêmement active, avec la pratique parfois de sport, même si ce sont des sports légers, mais la baignade, on l'a vu, a été fatale pour 3 d'entre eux, je crois, 3 enfants cet été. Et donc, je suis désolée, je vais le dire de façon un petit peu facile, mais au lieu de créer des places spécialisées, investir dans la formation, la déstigmatisation des personnels en lien direct avec des personnes, enfants ou adolescents d'ailleurs, directement concernés. Et il ne faut pas oublier que les budgets médico-sociaux sont importants, assez colossaux même. Donc le prix d'une place, quand on demande une augmentation de place à l'ARS, ce sont des budgets conséquents. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un vase communicant à réfléchir entre le droit commun et le droit spécifique. Puisque si on veut vraiment parler d'inclusion, à un moment donné, il va falloir se poser la question aussi de l'équilibre entre ce droit commun, l'éducation nationale, l'animation des centres de loisirs, et le droit spécifique, qui sont des dispositifs spécifiquement dédiés aux personnes en situation de handicap. Donc pilotés par les ARS, le ministère de la Santé, etc. Je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé. Mais en fait, d'abord, au niveau du budget attribué aux handicapés, et forcément, c'est très lourd, on comprend. D'où l'intérêt de revenir encore à la prévention. Je suis embêtante sur ce sujet. Et là, je fais un lien. Bon, alors, on a passé par les différentes étapes de la vie, des crises, mais après, de la politique de la justice familiale.
qui était un grand sujet, n'est-ce pas? Donc, du coup, c'est vrai que quand il y a des conflits, quand il y a des séparations, quand il y a voire des divorces voilà, eh bien, donc, il serait très, très intéressant de faire un effort sur la première médiation du premier conflit, parce qu'il faut toujours aller à la source du problème. Parce que si on ne va jamais à la source du problème, comme toujours, un problème fait des bébés. Et il y en a certains qui se les accaparent. Et l'enfant est l'entre-deux. Il est la balle dans le jeu, oui, alors là, corroboré par la politique familiale que nous avons actuellement, enfin que nous avons tout court, et donc du coup qui dure et qui fait que l'enfant, au niveau de cela et de l'histoire de ses propres parents, ça donne des enfants qui vont vers le handicap en pointillé. Donc si, progressivement, pas systématiquement, mais globalement, il y a tendance à ça, aux soins vers tout au moins des handicaps qui ne se voient pas ou des blocages qui arrivent à certaines périodes de la croissance, du développement de l'enfant, qui font qu'à un moment donné, ça coince. Donc d'où l'importance de revenir à la première médiation et de mettre, voilà, pour éviter que ce temps soit trop long et revenir aussi à une justice familiale beaucoup plus équitable, de ne pas oublier les pères et de ne pas faire de l'enfant un enjeu d'être entre les deux. Après, pour revenir aux institutions, de plus en plus, il y a des équipes pluridisciplinaires. Donc nous, il y avait les travailleurs sociaux, par exemple de l'ADAS, après du conseil départemental, en adéquation avec l'assistante sociale scolaire, l'assistante sociale de la CAF. Et donc, je veux dire, on a énormément servi de trait d'union. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, on se fait un constat d'échec. Des moyens, il y en a. Le problème de l'aide sociale à l'enfance, je veux dire, les collectivités territoriales sont à sec. Et j'en ai un peu marre d'entendre tout est de la faute de l'État. Moi, ce qui me gêne en tant qu'État, l'État, c'est nous aussi. Alors, l'aide sociale à l'enfance, je connais un peu, j'ai coopéré avec le département de l'ASE de Seine-Saint-Denis pendant 8 ans, en tant que d'abord formatrice de professionnels intervenants, et puis en tant que responsable de la formation professionnelle des intervenants de l'ASE. Et avec un focus sur les assistants familiaux, qui est une population professionnelle que j'affectionne particulièrement et qui sont qui disposent d'un diplôme d'État, donc c'était avant les familles d'accueil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant on les appelait les familles d'accueil, donc avec un regard beaucoup plus social, mais assez peu professionnel sur ce qui, elles, parce que c'est évidemment une fonction, un métier maintenant largement féminisé. Donc oui, les difficultés des services d'aide sociale à l'enfance ont été majorées par l'accueil massif, de plus en plus développé, d'enfants en situation également de handicap et de handicap psychique. Donc je reconnais dans ce que vous dites les difficultés des travailleurs sociaux de garder courage et ce sentiment d'échec qui n'est jamais très loin de la pratique sociale. Ceci étant dit, vous avez dit un mot-clé, vous avez évoqué un mot-clé qui est l'interdisciplinarité, je crois, ou la pluridisciplinarité, enfin l'interdisciplinarité, pour le dire, c'est une terminologie qui aujourd'hui est adoptée dans le cadre de l'éducation thérapeutique des patients. Et donc c'est un courant, en effet, de pensée qui permet de rassembler des médecins, des psychiatres, des travailleurs sociaux. Alors vous me direz, ça a toujours été fait d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai, ça a toujours été fait, mais ça va mieux en le disant et ça va mieux en le formalisant. Après, je pense qu'on peut aussi améliorer ces réunions dites interdisciplinaires que j'ai bien vécues, qu'on peut appeler réunions de synthèse, réunions pluriprofessionnelles, réunions comme on veut, sauf qu'il y a quand même souvent un grand absent dans le cadre de ces réunions, et la personne concernée. Alors c'est quand même bizarre parce qu'on va se rassembler et on aime bien parler des personnes parce que ça nous rassure en tant que professionnels de dire ah bah vous savez en tel il a fait des progrès, c'est super, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Oui, mais ça rassure, sauf que est-ce que c'est utile à l'accompagnement véritablement de la personne concernée? Mais moi j'en suis pas sûre et je pense que ce qui se passe en termes de développement vraiment fulgurant de compétences, par exemple professionnelles, chez les travailleurs sociaux, eh bien c'est quand la personne, elle est là et qu'elle n'est pas là uniquement pour dire ah bah merci, je suis très contente d'être là, avec Madame X qui est mon éducatrice, ça se passe très bien. Oui, non, c'est pas ça. Les vraies réunions de synthèse de futur, de l'avenir, elles seront basées sur ce que dit la personne de ce qu'elle vit et sa capacité, elle est institutionnelle si les institutions existent toujours, de modifier le service qui lui est destiné. Parce que c'est ça la vraie contribution des personnes concernées à l'offre de service qui leur est destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des aménagements de parcours. Ça veut dire que les professionnels ne peuvent plus penser autrement qu'en entrée et sortie permanente de leur service.
service d'action sociale, service de formation. Je pense au SAVS par exemple, au service d'accompagnement à la vie sociale. Ça veut dire qu'en fait, on est exactement comme nous le disions par rapport à l'élève en situation de handicap, on est à son rythme. Il ne viendrait à l'idée de personne, à part des entreprises dont nous parlions tout à l'heure, d'imposer un rythme à autrui, encore plus à quelqu'un qui vit avec un besoin d'adaptation particulier. Eh bien, me semble-t-il, l'avenir tient à la capacité des professionnels de se mettre en position d'être au rythme de la personne. Et comment est-ce qu'on peut le faire ? Eh bien, en favorisant les dispositifs de pair et danse, où là, les compétences des personnes concernées sont basées exclusivement, quasiment, sur l'expérience. Et donc, on arrive là à toucher du doigt une vérité liée à la maladie, liée au fait de vivre avec quelque chose en plus, comme dirait le film, mais basée sur l'expérience et la parole de la personne concernée, et pas ce que l'on en dit. Ça ne veut pas dire que ça remplace tout. Évidemment que ça ne remplace pas le soin, mais c'est un élément du soin. Dans les dispositifs de recherche contributive, je pense à Emmanuel Jouette qui a beaucoup travaillé, et Aurélien Troiseux qui est anthropologue de la santé. Donc les recherches, notamment en santé, concernant la santé psychique des patients, les nouvelles méthodes thérapeutiques sont faites avec des chercheurs qui sont concernés eux-mêmes par un trouble psychique en l'occurrence. Je pense à la Maison Perchée, qui est une initiative absolument géniale, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une association qui est à Paris, dans le 11e avenue de la République. La Maison Perchée qui accueille des personnes qui vivent avec un trouble psychique de moins de 40 ans et dont l'activité est vraiment basée sur la pair et danse. Le centre de réhabilitation de Sainte-Anne, qui travaille aussi sur un accompagnement, à partir d'un accompagnement évidemment plus cognitif, mais le patient est au centre du service qui lui est destiné. Je pense au Vinatier aussi, à Marseille. Enfin bref, la pair et danse est l'une des clés, à mon sens, de l'avenir de la psychiatrie. Et il existe également une association des jeunes psychiatres qui est très en avance sur les questions de rétablissement et qui laisse augurer peut-être, en tout cas en matière de psychiatrie, un avenir un peu plus radieux que les expériences obscures du Moyen-Âge et du XVIIe, espérons-le. En tout cas, les jeunes psychiatres aujourd'hui sont vraiment une respiration pour le monde médico-social et social. Je sais qu'il y a des professionnels là dans la salle et je vous donnerai les références de ces acteurs du rétablissement et de la réhabilitation psychosociale avec grand plaisir. Merci Magali, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup Magali, vraiment pour tout ça. Et bien sûr, on va pouvoir vous parler de ce qui va se passer le mois prochain. Puisque le mois prochain, on va parler de l'émission de radio. Ça sera le thème « La laïcité et la loi confortant le respect des principes de la République ». C'est une loi qui a été votée le 24 août 2021, donc assez récente, qui va avoir des effets sur la laïcité. Et donc, on aura pour inviter Samuel Damon, qui est étudiant, qui est président de l'école Marianne, qui va venir nous parler de ce sujet, justement. Donc, ça sera le jeudi 2 octobre de 17h à 19h, et on retournera au centre social Simone Signoret. Et on remercie aujourd'hui la maison de quartier Jacques Prévert à Évry-Courcouronnes de nous avoir accueillis, bien sûr. Et puis, avant de finaliser cette émission, puisque les dessins de Jean Cry sont beaucoup appréciés, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur Podcastix, la plateforme qui met en place nos émissions de radio, donc vous pouvez tout à fait les retrouver là. Et bien voilà, Jean Cry a édité un nouveau livre qui s'appelle « Faut-il croire dans la laïcité ?» avec un petit jeu de mots là-dessus, parce que là, évidemment, c'est un laïc convaincu. Mais dans cet ouvrage que vous pouvez avoir pour 17 €, 24 € avec les frais de port, vous pourrez avoir tout plein de caricatures sur les différentes pages de différentes émissions avec les thématiques. On a déjà plus d'une quarantaine d'émissions en bagage, avec la liste de toutes les personnes qu'on a eues jusqu'à présent dans les émissions. Vous pourrez le feuilleter pour ceux qui sont présents dans le public au moment de la fin de cette émission. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, il y a des petits bons de souscription qui sont possibles. N'hésitez pas pour nos auditeurs à m'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé pour avoir ce livre à j.herbet@rers.fr, j.herbet@rers.fr. Et puis les prix, hélas, sont liés à la conjoncture économique. Et puis, si tout a un coût,
il y a aussi le contenu qui est incommensurable dans ce bouquin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous. Merci encore à Magali. Merci à Alain, notre animateur. Merci au réalisateur producteur Sébastien, Agnès. Merci à Jean-Cry, notre dessinateur. Et à vous, le public fidèle. Et merci à tous ceux qui écoutent. Merci. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.